Toute ma vie, j'ai toujours essayé de façonner un peu le monde autour de moi. Euh, le monde est une immense pâte à modeler qu'il faut façonner, qu'il faut améliorer, à qui il faut donner une forme. Et le métier de police, notamment quand on est chef de police, quand on a un peu de ressources humaines et professionnelles, par exemple quand on est en sécurité publique dans une ville, et oui, on peut doucement, en douceur, façonner cette ville et lui donner une forme qui la rende plus agréable et plus vivable pour les gens. Une vocation, c'est quoi pour vous? Une vocation, c'est quand on est chez ses parents à 4 ans et qu'on se dit plus tard je serai policier. Alors il y a beaucoup de garçons ou de filles qui se réveillent comme ça un jour, mais moi ça m'a suivi toute ma vie, à tel point que quand j'ai fait des études, la question se posait pas. C'était qu'est-ce qui me prépare le mieux à être commissaire de police. Et quand j'ai dû choisir un métier en fin de maîtrise, c'était bon, ben, je passe commissaire de police. Et puis un jour, je me suis réveillé en me disant, il n'y a quand même pas beaucoup de reçus. Qu'est-ce que je fais si je ne l'ai pas? Et de se rendre compte qu'on n'a aucun plan B. Que c'est commissaire de police ou l'inconnu. Quand vous avez découvert ce que c'était réellement le fait d'être policier, est-ce qu'il n'y a pas eu de l'inconnu aussi? Bien sûr qu'il y a de l'inconnu, parce que, comme souvent, la représentation du métier n'est pas toujours proche de la réalité. Et notamment, la presse, la télévision, les films, les livres, les séries ne parlent que de 3% qui est en fait le judiciaire de haut de gamme, quoi. Et c'est en fait la partie la moins connue de la police, quand je l'ai découverte, qui m'a plu, c'est-à-dire tout ce qui est l'ordre public, la gestion des foules, des manifestations, des événements sportifs, les grands matchs de football, des choses comme ça, et ce qu'on appelle la sécurité publique, qui est vraiment de travailler dans une ville. Moi, j'ai travaillé dans une ville de 100 000 habitants du nord-ouest de Paris. Et c'est passionnant parce que c'est des millions de petites choses. Et en fait, le code pénal a un bas et un haut. En bas, il y a les contraventions et en haut, il y a les crimes. Et les policiers adoptent cette espèce d'échelle de valeur avec un intérêt souvent peut-être modéré ou pas à la hauteur de ce qui pourrait être pour les petites choses, les petites incivilités, les petites contraventions, et avec une espèce de fascination pour le haut du spectre, quoi. Et la population, c'est l'inverse. Ce que les gens veulent, c'est rouler, que les poubelles soient ramassées, que la ville soit propre, qu'elle soit éclairée, que les routes soient en bon état, qu'ils puissent aller faire leurs courses au marché sans se faire piquer leur portefeuille, prendre le métro en sécurité. Et après tout, le braquage du train postal, ça inquiète pas beaucoup les gens. C'est pas eux que ça va concerner, en général. Et bien moi, j'ai aimé ce bas du spectre, vraiment. La police, c'est avoir accès à l'envers du décor. Et ça, c'est passionnant. La presse, les nouvelles vous montrent un monde qui est un monde de décor, en fait, qui passe par des médias. Et quand on est policier, on met les deux doigts dans la prise et on est en direct de ce qui se passe en réalité, notamment en ordre public. Quand on est à Paris en ordre public où il y a 6000 manifestations par an, vous vivez le quotidien en direct. Est-ce que vous vous souvenez de votre première affaire, la première affaire que vous ayez traitée? Quasiment le jour après ma prise de fonction comme titulaire, mais vraiment quasiment le lendemain. Comme commissaire? Alors, la France a un système qui est pas unique mais assez rare, où on peut rentrer directement, ce qu'on appelle par les entrées latérales, gardien de la paix, officier de police ou commissaire de police. Moi, je suis rentré à 22 ans comme commissaire de police directement, dans une grande ville qui est la capitale de la France. Et il y avait un squat qui était occupé par des jeunes sur un bâtiment qui était abandonné et qui allait devenir une bibliothèque ou un centre municipal dans Paris. On devait l'évacuer. Voilà. Donc on avait des CRS, des policiers parisiens pour aller investir le lieu et puis pour aller l'évacuer en douceur. Et il y en avait sur le toit. Et on dit, ben voilà, toi, tu es responsable d'aller vider le toit et que les gens ne tombent pas. Et là, j'ai compris ce que c'était que la police. On n'a juste pas le droit de se planter. On peut réussir 1 million de fois. Vous vous plantez une fois. De quoi on va se rappeler? De ce qu'on a raté une fois. Quand vous dites en douceur, il y a quand même une situation de confrontation. C'est un métier de négociation. On ne fait pas de police sans se préparer, sans négocier. Exemple concret, 450 ouvriers mécanos qui viennent manifester pour que leurs gamins puissent manger le soir. D'accord? Ils viennent voir l'entreprise en disant voilà, vous nous devez, à l'époque c'est des francs, X francs, et on repartira pas tant qu'on les a pas, parce que sinon, moi ce soir, j'ai rien à donner à
Et ça, c'est fréquent, enfin, c'est assez fréquent. Enfin, moi, j'ai connu des manifestations aussi de paysans qui venaient chercher de l'argent que l'État leur devait. Hein, voilà. Et ils sont 450, vous avez une centaine de policiers pour évacuer le bâtiment, vous négociez. Eux, ils sont au bout de leur négociation, ils ne peuvent plus faire autre chose. On est le truchement au sens étymologique, on est vraiment l'interprète entre des besoins sociaux, une autorité publique ou privée. On est un peu le catalyseur. Idéalement, on est le catalyseur. Idéalement, on n'intervient pas. La plus belle négociation, c'est celle où je suis allé seul entre un bâtiment public ou privé, une autorité publique ou privée, une délégation de manifestants. Je ne suis pratiquement pas intervenu dans la conversation, ce n'est pas mon rôle du tout, mais on a facilité l'échange et on a quand même fait comprendre qu'il fallait discuter. D'un côté, il fallait sortir, mais de l'autre, il fallait discuter. Et moi, j'adore ça, parce que les milliers de fois où j'ai négocié, personne ne s'en souvient. C'est bien, parce que c'est-à-dire qu'on a fait notre travail, on est l'autorité publique, on est intervenu, on s'est immiscé dans un jeu qui était bloqué. Alors parfois on montre un peu les muscles de chaque côté, hein. Les manifestants montrent les muscles, la police montre les muscles, elle fait les gros bras, voilà. Mais tout ça c'est un peu du cinéma. Je parlais de décor tout à l'heure. C'est pas qu'un théâtre, parce qu'il y a des enjeux quand même au bout. Hein. Mais oui, c'est une pièce un peu. C'est une pièce. Négocier, c'est essayer de trouver un point commun entre deux parties qui, a priori, ont perdu ce point commun. C'est pas toujours trouver un point commun, mais c'est créer le mouvement. Il y a une situation qui est figée, qui est glacée, qui est bloquée. C'est une impasse des deux côtés. Et soit on s'en sort par la force, c'est-à-dire qu'on reste dans l'immobilité, paradoxalement, soit on crée du mouvement. Ça peut être un dialogue, ça peut être un groupe de négociateurs qui rentre dans le bâtiment pour négocier avec le cabinet du ministre ou le cabinet du directeur général de l'entreprise, comme ça. Mais c'est passer d'une linéarité qui est bloquée à un mouvement circulaire qui bouge. C'est de l'aïkido. On fait de l'aïkido quand on fait la négociation. Est-ce que la ligne qui sépare les victimes et les coupables, est-ce que c'est une ligne nette et claire ? Cette réponse ne doit pas être apportée par la police, mais par la justice. Donc c'est le métier de dire le droit. Ça c'est la réponse, j'ai pas à vous répondre. La réponse où j'ai à vous répondre, c'est de mon expérience, quand je regarde le passé, la photographie est souvent claire, le film est souvent compliqué. On a quelqu'un qui a tapé quelqu'un. C'est simple, celui qui a tapé, il a tort, et celui qui est tapé, il a raison. Puis quand on regarde ce qui s'est passé dans les heures, jours, mois, années qui ont précédé ou qui ont suivi, les frontières sont souvent un peu plus floues. Ouais. C'est un métier compliqué parce que on est le garant du droit, en grande partie, hein, on est vraiment des garants du droit, mais de l'autre côté, on est aussi des garants de l'équité. Et on a des marges de manœuvre, des marges d'explication qui font qu'on est toujours un peu dans le flou dans la police. Hein. Mais de la même manière, la différence fondamentale entre, par exemple, la police et l'armée, c'est que dans le monde de la police, on n'a pas d'ennemi. L'armée a un ennemi, elle sait qu'elle combat quelque chose. La police n'a pas d'ennemi. La police, elle est un instrument public pour jouer un rôle social. Elle est là pour éteindre le conflit, elle est là pour le régler. Elle est là, en tout cas, pour contribuer à le régler. Et il est parfois intelligent de savoir reculer, de savoir céder, quand le dommage qu'on va créer en avançant est plus grand que le bénéfice qu'on va tirer en reculant. Et ça, c'est compliqué, parce que quand vous êtes à la tête de 150 ou 300 CRS ou gendarmes mobiles qui se prennent des cailloux depuis 2 heures, 3 heures, 4 heures, qui sont faits humilier et ainsi de suite, vous leur dites à un moment donné, parce que c'est votre rôle, bon, les gars, on va reculer de 10 mètres. Une histoire extraordinaire, si on a 3 secondes. Un match de football à fort enjeu entre 2 équipes nationales très connues. Dans le dispositif, à un moment donné, 300 supporters de l'équipe A sont au contact de 300 supporters de l'équipe B, à côté des serres d'Auteuil, explosent les serres d'Auteuil, ramassent le verre, le métal, démontent les barrières de maintien de l'ordre, et au milieu de ces 2 groupes qui venaient pour se démonter la tête, ils se haïssent à un point qu'on ne peut pas imaginer. On était 25. J'étais jeune commissaire de police et le commandant de la CRS me dit « Bon, on va enlever nos casques de maintien de l'ordre. » Je lui dis « Mais vous êtes sérieux ?» Il me dit « Oui, vous allez voir, monsieur le commissaire. » Le type avait pour être mon père à l'époque. Moi, j'avais 24 ans, il en avait 55. Il dit « Vous allez voir, on va enlever nos casques. » Ces CRS,
avait pratiquement la main sur l'arme, tellement il se disait on va se faire démonter, quoi. Il enlève son casque, et il met son calot, et il me dit faites pareil. J'avais mon casque, j'avais mon calot. Il pleuvait, sous une pluie de métal, de verre, de cailloux, tout ça. Et il se met à déambuler, il n'y a pas d'autre mot, de déambuler devant ses effectifs, devant ses 25 CRS, qui se disent mais le chef n'a pas peur, le commissaire n'a pas peur, nous non plus on n'a pas peur. Ils lèvent leur visière, ils baissent leur bouclier, les équipes se rendent compte, enfin les supporters se rendent compte qu'on n'est pas là pour se bagarrer. Alors ils disent c'est pas drôle, hein, les flics veulent pas se battre. Alors ils vont se battre ailleurs, puis ils sont partis, et ça s'est fini dans le calme. Imaginez le niveau de confiance qu'il faut arriver à établir entre le commandant de cette CRS et ces 2 sections qui étaient derrière lui. Est-ce que dans votre expérience de policier, vous faites cette expérience d'une forme de créativité? Est-ce qu'on pourrait utiliser ce mot? Moi, j'aime bien le rugby et je compare souvent ce métier de policier sur le terrain. C'est vrai pour le gardien de la paix qui est chef de bord de 2 mecs dans une voiture ou du chef ou du directeur général de la police. On est les 3 carrels. C'est-à-dire que le ballon a été gagné par les avants, il était passé au centre, et on se retrouve 3 carrels entre l'adversaire et une ligne de touche qu'on ne peut pas franchir. On est tenu par un cadre juridique extrêmement ferme. Et il faut qu'on invente. On ne peut pas botter en touche, on ne peut pas. Et il faut qu'on invente des solutions. J'ai toujours essayé de faire comprendre aux jeunes commissaires et aux jeunes policiers que j'avais sous mon autorité que notre métier, c'est de faire un pas de côté et un pas vers le haut. Un pas de côté parce que la situation est bloquée, parce que tout le monde regarde de la même manière. Tout le monde regarde dans le même axe. Et on ne voit pas l'ouverture. Quand on fait un pas de côté, on voit en 3 dimensions et on se dit tiens, là il y a un axe qui n'a pas été vu. Et un pas en haut parce qu'on ne doit pas s'arrêter à l'enjeu immédiat, on doit dire mais c'est quoi l'objectif final ? Qu'est-ce qui est derrière mon obstacle ? Où est-ce que je veux être dans 3 secondes, 3 minutes, 3 heures, 3 jours, 3 ans ? Donc oui, il faut être créatif, il faut être inventif. C'est pour ça qu'on aime ce métier, je crois. C'est parce qu'on apporte des solutions nouvelles, on est un élément parfois externe qui apporte des solutions nouvelles, qui apporte un regard nouveau. Moi, je pense que mon métier... Alors, la différence entre un gardien de la paix dans sa voiture, qui est tenu par un cadre juridique, absolu. Il ne peut pas faire un pas de côté. Un pas de côté dans le droit, je veux dire. Il peut faire un pas de côté pour voir, mais il ne peut pas jouer. Il a un cadre réglementaire qui est extrêmement précis. Et un chef de police, et c'est pour ça qu'on est souvent des juristes d'ailleurs, c'est qu'on va analyser les textes. On va essayer d'apporter une vision complémentaire et de voir où sont les marges, sur quelles marges on peut jouer. Et on va prendre le risque. Nous, en tant que chef de police, on est les seuls à être là pour prendre ce risque. De dire, bon, le droit n'est pas une science exacte, ce n'est pas des mathématiques. On va interpréter la compilation de textes et je vais prendre le risque de faire ça. C'est-à-dire d'être hors la loi pour faire respecter la loi ? Jamais. Jamais. On ne peut pas sortir la loi. Mais la loi, c'est pas, encore une fois, c'est pas oui-non. Moi, j'ai jamais rencontré. Moi, j'ai fait un petit peu de droit, j'avais fait que 7 ans, mais c'est pas une science exacte. La loi, elle s'interprète. Eh ben, les policiers interprètent les textes tous les jours pour se dire voilà, ça j'ai le droit de le faire, ça j'ai pas le droit de le faire. Ça j'ai pas le droit de le faire, ça j'ai le droit de le faire, mais je peux le faire comme ci ou je peux le faire comme ça. On marche sur la ligne de crête. Mais comme beaucoup de responsables d'ailleurs dans le monde, c'est pas propre à la police, mais le rôle du chef, c'est d'être sur cette ligne de crête. Où il tombe dans le commun et il sert à rien, où il tombe dans l'illégal et c'est pas possible. Donc non, on n'est jamais hors la loi, mais on est dans l'interprétation et on est sur les marges que donne tout système juridique. La confiance, c'est un élément clé dans votre travail. Si on prend l'exemple de l'interrogatoire, comment est-ce que vous concevez votre rôle dans le cadre de la conduite d'un interrogatoire ? Sur l'interrogatoire, on ne force pas quelqu'un à parler. Et si on le force à parler, de toute façon, à l'étape d'après judiciaire, c'est invalidé. C'est pour ça qu'on parle de l'aveu reine des preuves. Parce que l'idée quand même, c'est que l'individu arrive à reconnaître, au sens propre du terme, reconnaître qu'il a fait quelque chose. Après, on appuie ça par ce qu'on voit maintenant partout à la télévision, mais qui n'est en fait
qu'une couche de vernis de la procédure et la preuve, qui est la police technique et scientifique. Tous les éléments de preuve technologique ne viennent que corroborer. Ils viennent rarement comme socle de la démonstration. On reste sur l'aveu. Et l'aveu, on l'a pas en demandant « Alors, vous avez volé ?» Ben oui, j'ai volé. C'est la personne va nier. Il y a tout travail psychologique de déconstruction des barrières de celui dont on veut l'aveu, dont on souhaite l'aveu. Et c'est là qu'on voit les grands enquêteurs. Comment vous faites? On va dire qu'il y a un partage entre la technique et du talent. C'est comme les grands artistes. Enfin, moi, j'ai assisté à des auditions par des investigateurs chevronnés, discrètement, ou dans la salle, ou derrière une vitre. Mais j'étais complètement admiratif, parce que ça en est au niveau de l'art, quoi. Ça commence comment? Le premier contact avec la personne qui va être interrogée. Alors, il n'y a pas de règle. Autant la différence avec l'artiste, c'est que le peintre, il a son tableau blanc, et à un moment donné, il va poser son pinceau sur la toile. Hein. Le policier, il peut peut-être se taire pendant 2 heures. C'est comparable à la relation entre un chercheur en sociologie, par exemple, et celui qui va interviewer ou qui va écouter. Parfois, les gens parlent d'eux-mêmes, parfois ils vous emmènent sur un faux chemin, il faut les écouter. Une des règles, sans trahir les secrets de la police, hein, c'est quand même, en général, on laisse l'eau couler, on laisse l'eau arriver à la mer, et on fait comprendre aux mises en cause qu'on n'est pas dupe, voire on va utiliser ce qu'il a dit auparavant pour dire « mais je ne comprends pas très bien parce que j'ai tel élément en plus, c'est pas cohérent avec le reste, il y a telle photo, il y a tel élément ». Donc on va un peu jouer au flipper, dans un flipper qui va l'amener là où on pense que... En fait, c'est de l'anticipation. C'est très zen. Au moment où la rencontre se fait, le jeu est déjà posé. Le décor, on revient au décor, le décor est déjà posé. On peut aussi, le policier va au-delà du décor, mais parfois il le dresse lui-même. Dans ce décor, le langage corporel, est-ce que c'est quelque chose qui a une place dans votre manière d'aborder l'interrogatoire et puis en général la négociation avec quelqu'un? C'est gigantesque, c'est une excellente question, c'est gigantesque. Et dans tout le spectre du métier, dans tout l'éventail du métier, quand on négocie en public, par exemple avec une manifestation, les postures sont extrêmement importantes. Souvent on parle le bad cop, good cop, le bon flic et le mauvais flic. Bien sûr que ça existe, parce qu'on sait que c'est, encore une fois, ça permet de créer du mouvement. Il y a des postures, des attitudes qui vont fermer le mouvement et la discussion, et d'autres qui vont au contraire, qui vont choquer, et il y en a au contraire qui vont amener les gens vers soi. Il m'est arrivé d'aller au contact de casseurs pour aller négocier avec eux, directement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bon, ça qui est fabuleux. C'est de se dire, ma limite, je pense qu'elle est là, et je vais la dépasser. La police est un métier qui, pratiquement tous les jours, vous indique où est votre limite et vous incite, personnel, hein, en termes de créativité, même de peur. Hein, il m'est arrivé d'être mort de trouille pendant des manifestations où je me souviens de cette petite fille qui était rendue prisonnière par quelqu'un de sa famille dans un appartement. On savait qu'il avait un fusil de chasse. Quand vous allez à la négociation avec 2 gars derrière vous en tant que le raid arrive, vous vous dites, mais la moindre erreur de ma part et la gamine, elle est morte, quoi. Mais vous y allez, vous êtes inventif, vous êtes créatif, vous dépassez vos peurs, et le soir, vous dites, mais j'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Tiens, elle est où ma limite là-dessus? Est-ce que vous avez appris quelque chose d'essentiel pour vous-même au contact de toutes ces expériences dans votre travail? Ouais, c'est en général l'autre qui a raison, ou qui a la solution. Je vais sortir de la pièce, prenez le micro et s'il vous plaît, ajoutez ce que vous souhaitez à l'entretien. Si vous avez l'étincelle, si ça vous titille quelque part, foncez. Il n'y a pas grand-chose à perdre. On est au milieu du maelstrom, avec un rôle à jouer. On est dans l'entre-deux, à trouver des solutions, à inventer. C'est un métier de passion. C'est dur, hein, mais qui apporte des satisfactions collectives et individuelles, je pense, assez uniques.